On se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est là, présent, qui peut durer et qui peut durer aussi longtemps. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec. Et là, bah, je voudrais demander justement à Nathalie, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose aussi dans cet accompagnement qu'elle fait dans les ateliers. Alors, moi, la plupart des conseils que je donne sont des conseils qui s'appliquent pas forcément à tout le monde, parce que, comme a dit Sandra, on n'a pas, les personnes qui sont touchées n'ont pas tous les mêmes difficultés, mais pour autant, quand on partage au fil de l'eau au niveau des ateliers, il y a des personnes qui, au départ, parlent de certains symptômes, de certains points qui les touchent. Et quand les autres personnes s'expriment, elles disent, ah, mais oui, tiens, c'est vrai, oui, moi aussi, je vis ça. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah, mais j'avais pas pensé que c'était lié à... Voilà. Et donc, un des premiers conseils que je donne, c'est de partager et de parler de cette difficulté qui est ressentie. De ne pas rester seul avec cette problématique en tête, de ne pas se dire, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas bien, mais surtout, je n'en parle pas parce que du coup, comme je n'en parlerai pas, personne ne s'en rendra compte. C'est une erreur parce qu'en fait, si on a ce ressenti-là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose d'habituel et il faut pouvoir le partager. Donc, le partager soit à son médecin, soit à d'autres personnes qui sont malades autour de soi parce que ça peut amener à des orientations assez rapides selon les degrés des difficultés. Hein. C'est ce qu'il faut aussi se dire. Il y a des personnes qui ont des très grosses difficultés et qui peuvent être amenées à être orientées vers une consultation assez rapide pour pouvoir avoir une prise en charge, mais pas, c'est assez à la marge, mais enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Du coup, du fait de pouvoir arriver à parler de cette difficulté, ça amène la personne à pouvoir se dire qu'elle va accepter la situation. Alors, accepter la situation, ça ne veut pas dire s'y soumettre, mais c'est se dire, ça existe, je suis en train de traverser ce passage. Comme la maladie est en train de traverser ma vie, elle va pas forcément s'arrêter dans une période longue de ma vie, ça peut être transitoire, mais en tout cas, là, c'est là et ça me perturbe dans mon quotidien, mais je ne vais pas me laisser stresser par cette difficulté-là. Après, la troisième chose, c'est d'approuver, de pouvoir avoir besoin de se faire aider par d'autres personnes ou par des outils, des éléments matériels, des fois, dont on n'a pas l'habitude de se servir, mais qui peuvent avoir un intérêt, un sens de pouvoir être mis en place pendant cette période-là. Ça peut être dans son environnement, arriver à accepter de mettre en place, par exemple, ben, plus de repos. Se dire, ben, je suis obligée de fractionner ma journée. Habituellement, je ne fractionnais pas ma journée comme ça, mais il faut peut-être que je fasse plusieurs pauses dans la journée. Je partage souvent cette dynamique autour de la gestion de la fatigue, du sommeil, du besoin de repos, comme la gestion d'un compte en banque. Ne pas attendre d'arriver dans le rouge, mais rester dans quelque chose de moyen, pouvoir arriver à partager ces temps de repos sur des petites pauses, même si ce sont des pauses courtes dans la journée, mais apprendre vraiment à se connaître et à évaluer ses besoins. Euh, Toujours dans cette évaluation de besoins, pouvoir se rendre compte par soi-même. Alors, ça peut être en tenant un petit carnet de ces troubles de la mémoire, hein, mais ça peut être aussi juste en se posant, en disant, tiens, à quel moment de la journée je suis plus efficace? À quel moment de la journée je suis plus en difficulté? Il y a des personnes, c'est le matin, d'autres, c'est l'après-midi. Des fois, des personnes me disent, ah, moi, avant, j'étais super bien le matin. J'aimais bien quand je travaillais avant la maladie, j'étais super efficace avant 10 heures du matin, puis maintenant je me rends compte que c'est plutôt fin d'après-midi. Eh bien, se dire que c'est à ces moments-là qu'il faut peut-être mettre l'attention quand on en a besoin. Ben, par exemple, j'ai un rendez-vous, mettons, à la banque, donc ben, je vais peut-être positionner ça dans l'après-midi parce que mon attention sera plus optimale et du coup, je serai plus efficace pour pouvoir avancer. Ensuite, je le disais tout à l'heure, pouvoir s'appuyer sur des objets, sur des outils, qu'on dit des outils de compensation, hein, d'avoir des petits carnets. Moi, je conseille aux patients d'avoir un seul carnet qui peut servir d'agenda également, c'est-à-dire noter au fur et à mesure des pensées, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à penser, les rendez-vous à venir, et après reporter, par exemple, les rendez-vous sur un outil de calendrier.
soit un calendrier papier, ce qui peut être pas mal quand on a une vie familiale pour pouvoir positionner sur le calendrier les rendez-vous à venir. Les rendez-vous, c'est pas forcément des rendez-vous médicaux, mais vous savez, ben, il faut que je passe au pressing. Ça peut être, on doit aller manger chez nos amis ce week-end. Voilà, le noter, ça permet à toute la famille d'avoir cette attention sur cette vigilance de calendrier et de ne pas faire reposer la pression que sur la personne qui vit les troubles. De pouvoir mettre, par exemple, toujours autour de ce calendrier, des alarmes, par exemple, dans son téléphone, au moment où on a quelque chose à faire, ou un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure avant, selon les délais qu'il faut pour se déplacer, par exemple. Des petits outils tout simples. Moi, je sais, par exemple, quand j'avais été touchée, entre le rez-de-chaussée et l'étage de ma maison, ben, je me rappelais plus ce que j'avais à récupérer. Sandra disait tout à l'heure, ben, moi, j'arrivais dans une autre pièce, je me disais, mince, qu'est-ce que je suis venue chercher? Moi, j'arrivais à l'étage et je me disais, mince, qu'est-ce que je suis venue chercher? Donc, je redescendais, j'arrivais, je me disais, ah oui, voilà. Et donc, je faisais plein d'allers-retours. Et j'ai eu l'idée de prendre une ardoise Velleda qu'avaient mes enfants à l'école, d'écrire, ben, par exemple, chaussettes, voilà, et se dire, bon, ben, quand je monte à l'étage, je n'oublie pas de prendre mon ardoise, et comme ça, quand j'arrive à l'étage, je sais que j'étais venue chercher les chaussettes, peut-être en plus de venir me laver les dents. Parce que sinon, je me lave les dents, je redescends au rez-de-chaussée et je dis, oh, j'ai oublié mes chaussettes. Voilà. Donc, des petites astuces comme ça qui vont être des astuces que chacun va s'approprier par rapport à ses besoins de vie, par rapport à ses habitudes d'organisation, on va dire. Euh, des choses toutes bêtes, mais stocker toujours au même endroit les objets les plus Oui. usuels, ses clés, son téléphone, ceux dont on va avoir besoin d'emmener le lendemain. Bon, ben, j'ai vu que demain, il faisait pas très beau, je vais mettre directement le parapluie vers la porte. Et puis, en allant à mon rendez-vous chez le kiné, il fallait que je dépose une lettre à la poste. Ben, si je le mets à proximité de mes objets usuels, je vais plus facilement ne pas oublier l'objet que je veux emmener, que ce soit une enveloppe ou autre. Ça peut être bon, tout ce qui est autour de l'amélioration, en tout cas peut-être pas forcément de l'amélioration, mais en tout cas dans le maintien de qualité optimale au niveau de son corps. Sandra l'a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est autour du sommeil, je l'ai dit, mais Sandra a parlé de tout ce qui est autour de l'alimentation, de l'activité physique. Alors c'est vrai que l'activité physique en extérieur, donc l'activité physique aérobie, c'est important, mais faire une activité physique, ça ne veut pas forcément dire, bon, bah tiens, j'avais l'habitude de courir 10 km par semaine, je vais me remettre à courir 10 minutes par semaine, 10 km par semaine, mais bon, bah, de toute façon, j'y arriverai pas, donc je le fais pas. Mais ça peut être peut-être de marcher ne serait-ce que 10 minutes par jour et passer à une autre jauge. C'est pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes jauges qu'il ne faut rien faire. Ça peut être tout simplement ouvrir la fenêtre de la pièce où on est le jour où on est plus fatigué, faire des mouvements de gymnastique sur une chaise devant une fenêtre ouverte. Faire son jardin, c'est faire de l'activité physique. Voilà. Pouvoir trouver quelque chose qui est adapté autour de soi. Le repos, ben, je vous en ai parlé. Il y a également souvent dans ce qu'on oublie dans l'alimentation, dans la prise en charge de son corps, c'est l'hydratation. Le cerveau, c'est un organe qui a besoin de d'eau. Et il est souvent dit qu'il faudrait boire une gorgée toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, ça peut paraître beaucoup. Il faut surtout pas attendre d'avoir la sensation de soif. Mais le cerveau, c'est un organe qui a besoin de d'eau. Donc, il faut ne pas hésiter à le prendre, ce temps-là, de boire. Ça peut être aussi de mettre en place ce qu'on appelle des routines, pouvoir projeter ses habitudes, créer des rituels qui vont permettre de se dire, ben, quand je fais telle chose, je peux enchaîner telle chose. Tout à l'heure, Françoise, vous nous partagiez le fait que ben, pour aller chercher les enfants à l'école, ben, la dernière fois, j'ai un petit peu oublié ma route. Donc, me repérer que, ah ben oui, quand j'arrive à cet endroit, je sais que l'endroit suivant, c'est celui-ci, etc. Faire des petites projections et être dans ces habitudes-là. Ne pas hésiter à user et abuser de certains outils en tout cas procédures qui peuvent nous simplifier la vie, c'est-à-dire ben, pour pas oublier de faire payer ses factures, ben, on les met en prélèvement automatique, hop, allez, on s'enlève ce souci-là de la tête. Des petites choses comme ça, créer une liste de courses habituelles de plus en plus avec les sites de commandes en ligne, on peut créer sa liste de courses au supermarché en n'ayant plus qu'à cliquer dessus, hop, automatiquement, on sait qu'elle va être générée. Pouvoir noter au fur et à mesure, ben justement, sur la liste ce dont on a besoin, parce que comme ça, quand on arrivera au supermarché, on aura plus facilement la possibilité de rechercher.
de pouvoir organiser ses listes par rapport au secteur du centre commercial, parce que ça va aider aussi le cerveau à se représenter le déplacement dans le centre commercial, et en même temps, ça fait travailler sa mémoire. Donc, je me rappelle que quand j'ai prévu d'aller acheter mettons, du papier toilette, il faut aussi que je prenne du produit pour la vaisselle et puis des éponges. Si je me projette, si je me vois le faire, je peux le noter sur une liste. Mais si j'oublie la liste, le jour où j'arrive au supermarché, d'avoir pu générer cette liste mentale, ça va m'aider à faire. Après, il y a des choses sur l'environnement de ces activités. Adapter l'environnement autour de ce qu'on veut faire, parce que un des éléments phares autour de cette dynamique des troubles de la mémoire, c'est les stratégies de l'attention, tout ce qu'il faut faire pour garder son attention la plus efficace possible autour de ce qu'on a besoin de faire. Donc, on dit minimiser les distracteurs, c'est-à-dire on enlève par exemple les notifications sur les téléphones, sur les ordinateurs, sauf sur les rendez-vous qu'on a prévu de noter et dont on a besoin de se rappeler. Mais c'est peut-être pas la peine d'avoir une notification, des messages par mail si on est obligé de se consacrer sur une tâche. On n'a pas besoin d'être dérangé par autre chose. On n'a peut-être pas besoin d'avoir un fond musical qui va parasiter. Très souvent, les bruits parasitent l'attention. Une VMC, un radiateur soufflant à côté de soi, ça peut générer des difficultés de concentration. Donc, il faut apprendre à trouver ces petits trucs du quotidien qui gênent et qui nécessitent une Alors, adaptation. Oui. Nathalie, justement, est-ce que dans les ateliers, les personnes, une fois qu'elles ont compris que c'était important qu'elles se prennent des repères, qu'elles fassent un peu tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'ensuite elles disent qu'il y a une vraie amélioration? Parce que j'imagine que tout ça, quand elles arrivent dans ces ateliers, ces personnes, hein, ça peut être des hommes ou des femmes, sont stressées Mhm. par cet état, parce que c'est pas toujours évident De vivre avec. vivre ça, et ça a des répercussions, de telles répercussions. Et aussi, bah, ça peut arriver justement auprès de femmes jeunes qui ont des enfants. Ça a des répercussions familiales. Qu'est-ce qu'elles disent ensuite, au bout d'un certain Alors, temps Alors, en règle générale, au départ, on va dire, dans les... Je souris parce que j'ai des images qui me viennent de certaines patientes ou patients, notamment dans l'atelier d'éducation thérapeutique qu'on mène au Montpellier Institut du Sein avec Antoine, le neuropsychologue qui anime ces ateliers avec moi. Très souvent, à la fin de l'atelier, on se dit, celles qui, au départ, parce que c'est très souvent des femmes, parce que ça, on l'a peu dit tout à l'heure quand on parlait de chiffres. Les études montrent que souvent la plainte est plus souvent importante chez les femmes. Mais c'est pas parce que les femmes se plaignent plus, mais parce que très souvent les hommes ne partagent pas leurs difficultés. Et donc, du coup, on a plus souvent des plaintes de femmes parce que les hommes ne partagent pas forcément leurs plaintes. Les personnes qui arrivent en disant oui, alors moi j'ai telle difficulté, tel souci, etc. Et d'autres personnes qui sont plus réservées, qui prennent moins la parole au fil de l'atelier. Donc l'atelier c'est 3 heures, hein, donc c'est pour montrer que le processus d'évolution entre le démarrage de l'atelier et la fin, c'est pas forcément dans la durée, c'est pas forcément 15 jours ou 3 semaines après qu'on s'en rencontre. Les personnes qui arrivent le plus facilement à exprimer leurs difficultés au début, c'est souvent celles qui partent avec le plus d'outils, parce que finalement, elles se rendent compte qu'elles ont plus de difficultés que ce qu'elles pensaient. Et les personnes qui sont le plus réservées et qui ont des plus grosses difficultés, de se rendre compte que certaines personnes prennent plus facilement la parole pour les exprimer, peuvent exprimer les leurs, et du coup, trouvent aussi des astuces les unes les autres. J'ai l'expérience d'une patiente pour faire le lien avec l'âge qui avance. Dans le même atelier, j'avais une jeune femme qui avait 37 ans et la plus âgée avait 86 ans. Et elle avait dit, et elle vivait une récidive d'un cancer. Donc, elle avait connu une certaine période de troubles cognitifs et elle revivait une période de troubles cognitifs. Mais compte tenu de son âge, on disait, bah, c'est Alzheimer, voilà. Et elle disait, non, c'est pas Alzheimer, c'est pas des troubles cognitifs liés à l'âge, c'est parce que c'est mes traitements, c'est etc. J'ai déjà vécu ça, je le sais. Et tant et si bien qu'elle avait des troubles assez importants et elle avait été en consultation chez un neuropsychologue qui lui avait dit, mais non, vous n'avez pas de maladie d'Alzheimer. Vous avez raison. Vous avez d'autres troubles. Et au fil des ateliers, elle m'avait dit, vous savez, j'ai pas appris grand-chose, etc. Et puis, en rentrant chez elle, à l'occasion de la fin d'un atelier, elle dit ça à son mari. Et son mari la gronde, entre guillemets, en lui disant, quoi? Mais tu as dit ça à l'animatrice? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Ils arrivent chez eux et il dit à sa fille, tu sais ce que ta mère a dit à l'animatrice, que ça servait à rien les ateliers qu'elle faisait, etc. Et sa fille de lui dire, mais enfin maman, mais tu ne te rends pas compte de ce que ça a pu t'apporter. Donc en fait,
Après, quand les patients sont pris dans les petites améliorations qui peuvent être mises en place, des fois, ils ne se rendent pas compte des effets que ça peut avoir tout de suite. Donc, c'est assez difficile à répondre à la question, mais je pense que ce qui aide, c'est surtout de partager la difficulté et de pouvoir entendre qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés et qui ont développé des petites astuces. Je vous racontais l'histoire de l'ardoise, ça a fait rigoler plein de personnes. Et en fait, il y a plein de personnes qui me disent, mais moi aussi, je me suis fait une ardoise ou un petit truc dans l'escalier, etc. Malheureusement, très souvent, les gens disent, oui, mais il n'y a pas de solution. Alors, c'est pas, il n'y a pas de baguette magique. Non, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de baguette magique. Tout simplement, bah, comme on dit depuis le début, parce que c'est plurifactoriel, ces difficultés, et les outils qui peuvent aider les uns ne vont pas forcément correspondre aux autres. Donc, il y a beaucoup du cas par cas, beaucoup de l'adaptabilité aux besoins de chacun. Et c'est pour ça que j'essaie de vous partager des éléments qui sont le plus généralistes possible, parce que chacun peut trouver des réponses pour soi. C'est ce qui est important. Voilà. Et il y a deux petites choses que je voulais rajouter sur les outils pour aller mieux ou en tout cas pour permettre l'amélioration, c'est d'éviter tout ce qui est tout ce qui est les stresseurs, hein, tout ce qu'on appelle tout à l'heure les stresseurs, mais dans les stresseurs, il y a aussi ce qu'on se met comme pression soi-même. C'est-à-dire, ben, avant, j'arrivais à faire deux choses à la fois, donc je vais continuer. Non, quand on est dans une difficulté telle que les troubles cognitifs associés à un cancer, il faut éviter ce qu'on appelle le multitâche. Je fais une chose et je me concentre sur cette chose et je vais jusqu'au bout de cette chose. Quitte à dire à son entourage, bon écoute, tu vois là, je suis en train de faire une béchamel, je prends 5 minutes et je viens te voir après pour voilà un enfant qui va solliciter pour un besoin de devoir, pour une réponse qui peut être immédiate, apprendre aux autres à différer la demande pour qu'on puisse être concentré à chaque moment sur l'attention qu'on doit porter sur chaque chose que l'on fait. Et puis, garder deux choses en tête, apprendre à dire non. C'est-à-dire que si on sent que ça va nous mettre en difficulté, soit dans le volume de ce qu'il y a à gérer, soit de se dire, oui, ben, j'arrive à le faire, donc je vais y arriver. C'est pas la peine de se mettre la pression soi-même. Donc, apprendre à dire non, à différer, faire ce qui compte vraiment pour soi, qui va donner de l'énergie pour pouvoir trouver de l'énergie pour faire des choses qui vont peut-être demander plus d'attention. Et puis, mettre en place des choses qui sont tout autour de soi, le positif, les choses agréables, euh, parce que ça permet de maintenir le lien social, qui aide aussi à mieux vivre ses troubles cognitifs, hein, le fait de ne pas être isolé, surtout si on vit seul ou éloigné de personnes. Par exemple, aller dans des temps de jeu, dans des médiathèques ou dans des centres sociaux, parce que du coup, ben, on partage. Et l'humour, le rire, ça aide beaucoup aussi dans le quotidien de la prise en charge de la maladie, mais ça aide beaucoup aussi de permettre de continuer à avoir une activité cérébrale active. Et, euh, et pour tout ça, c'est très important de pouvoir le faire. Et ne pas se mettre la pression sur des outils qu'on a pu voir qui peuvent aider certaines personnes et pas d'autres. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire une grille de mots croisés par jour. Et ben bon, moi je faisais des sudoku niveau 7 et puis ben, maintenant je suis à faire des sudoku niveau 1. Et ben, du coup, je préfère pas du tout de faire de sudoku parce que franchement, pour retomber au niveau 1 après le niveau 7, ben si, il vaut peut-être mieux faire une grille sudoku niveau 1 au rythme qui nous plaît que de plus rien faire du tout. Voilà. Il faut pas chercher à entraîner fébrilement son cerveau et se dire je vais y arriver, etc. Ça peut être fait pour certaines personnes et apporter certains intérêts, pour d'autres personnes, pas du tout à apporter. Donc, il faut vraiment faire en fonction de son ressenti et de ses besoins à chacun. Apprendre vraiment à s'écouter et savoir ce qui est bon pour soi. Ça veut dire que l'entourage, que ce soit familial ou amical ou autre, on va dire social dans la ville, etc., peut jouer à la fois un rôle d'identifiant, de mise en garde, de mise en alerte, mais aussi d'effets positifs ou négatifs finalement sur la personne, s'il ajoute du stress ou si au contraire il respecte le nouveau rythme dont a besoin la patiente quoi, ou le patient. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que très souvent, la personne qui va se rendre compte de ses difficultés, au départ, souvent, elle croit que les autres personnes ne s'en aperçoivent pas. Et quand elle se rend compte que les autres personnes s'en aperçoivent ou qu'elle se met à l'écart de certaines interactions pour pas que l'entourage se rende compte que, elle va se pénaliser, elle va se mettre en difficulté. Alors que
comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir partager, même simplement, bah, tu sais, moi j'ai vécu la maladie, parce que quand c'est son entourage, l'entourage le sait, mais même dans son environnement professionnel, hein, de pouvoir dire, j'ai eu un cancer, ça entraîne des troubles cognitifs, j'ai toujours ces troubles cognitifs et ça peut me mettre en difficulté. Donc du coup, voilà, pour pouvoir amener les gens à avoir une certaine bienveillance, c'est important. Et la deuxième chose, une chose qu'on n'a pas dit, je crois, sauf si on l'a déjà dit, vous m'en excuserez à ce moment-là, c'est le fait que certaines personnes peuvent aussi, du fait de vivre ces difficultés et de se rendre compte que les difficultés, elles peuvent être liées, rattachées en tout cas à une partie de la prise en charge, par exemple une partie du traitement, de certains traitements qu'elles ont, que la personne puisse se dire, ouais, en fait, je m'aperçois que j'ai des troubles cognitifs depuis que je fais ça et je vais arrêter mes traitements ou je vais diminuer mes traitements. Et c'est un effet péjoratif très important sur la prise en charge de la personne. Parce qu'on s'aperçoit, bon, Sandra a dit il y a certains traitements pour lesquels on n'est pas encore sûr des effets secondaires. Je pense notamment à l'hormonothérapie. Pour autant, quand il y a des études qui sont menées, je pense à une étude récente du groupe Les Sentinelles, qui fait émerger que l'hormonothérapie a des impacts sur les troubles cognitifs et que certaines femmes puisque hein, très souvent ce sont les femmes qui ont des traitements en hormonothérapie, mais pas seulement, euh, arrêtent leur traitement parce qu'elles se rendent compte que ça a des effets, mais ne partagent pas le fait qu'elles ont arrêté leur traitement. Hein, il y a des études qui montrent que sur 100 femmes qui ont un traitement d'hormonothérapie, 90% ou de 90 à 95% disent à leur médecin, oui, oui, je prends mon traitement et en fait achètent le traitement même. Hein. Parce que quand on regarde sur les ordonnances ce qui a été admis comme médicament, mais ne prennent pas les traitements. Et avouent en offre à d'autres patients, comme par exemple des patients experts ou à des collègues, etc. Mais en fait, tu sais, je me rends compte que donc du coup, je ne prends plus mes traitements. Et ça a un effet très négatif. Donc, il ne faut pas arrêter ces traitements en règle générale. Après, ça appartient à chacun, mais euh, c'est un outil qui est important à partager. Et puis, par rapport à la question d'Aurore aussi sur trouver, enfin, arriver d'en parler, ça permet de sortir de la difficulté d'être dans le fantasme de quelque chose qui peut être plus grave. Je vous partage une histoire que je raconte souvent. Une amie qui avait une amie qui avait un cancer. Quand elle est rentrée dans les troubles cognitifs, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être très active au niveau cérébral. Elle s'est dit, mais je vais jamais arriver à reprendre le travail. C'est sûr que j'ai un truc au cerveau. Et elle était sûre qu'elle avait des tumeurs au cerveau avec des métastases. Et elle a tellement été dans le déni parce que autour d'elle, on lui disait, mais non, pas du tout, etc. Cette personne, elle a fait une dépression et elle a été jusqu'à être hospitalisée en hôpital psychiatrique pendant 3 mois parce que elle vivait ces troubles-là. Et alors que si on avait écouté les troubles que cette personne partageait, si elle avait été confrontée à un médecin qui connaisse ces troubles, parce que tous les médecins et les accompagnants autour du cancer ne connaissent pas les troubles cognitifs en lien avec un cancer, euh, si elle avait eu cette oreille-là, sa situation de vie et le vécu qu'elle a eu n'aurait pas été celui qu'elle a subi. Voilà. Donc, c'est pour ça que Oui. c'est plus important d'en parler.